Alors, messieurs, dames, bienvenue à nouveau à un épisode du podcast Autour d'un verre. Je suis votre animateur Jean-Charles Côté. Et quelle semaine de golf on a vécu au niveau de l'Omnium des États-Unis. Franchement, intéressant. Beaucoup de choses à dire sur ce championnat-là. Et je me permets d'aborder ce sujet-là cette semaine parce que je pense qu'on est directement dans le mille au niveau de ce que j'essaie d'expliquer depuis le début, où le sport du golf ou l'activité du golf pour certains doit être plaisant. Et autant qu'on aime voir les meilleurs golfeurs à l'œuvre et les meilleures golfeuses à l'œuvre aussi sur le circuit de la LPGA, si vous voulez mon avis, un omnium des États-Unis comme on a vu là, euh, j'ai certaines réserves par rapport à ce que, dans le fond, l'association du USGA, il faut comprendre que les tournois majeurs, chacun des tournois majeurs est chapeauté par une association. Donc, quand on parle du Masters, donc de Augusta National, c'est les gens, donc le conseil d'administration de Augusta National qui s'occupe de l'organisation du début à la fin. Ce n'est pas le PGA Tour qui s'occupe des tournois majeurs. Pour l'Omnium des États-Unis, c'est le USGA, donc l'Association américaine de golf qui s'occupe de ça. Pour l'Omnium britannique, naturellement, c'est le R&A, donc l'association équivalente euh, en Europe. Et pour le PGA Championship, alors là, oui, c'est le PGA Tour qui s'en occupe, puisque c'est le championnat des professionnels de la PGA. Mais le US Open, donc c'est le USGA. Et il faut savoir que le USGA a la réputation et semble vouloir garder un peu cette main de fer-là à mettre les terrains de golf les plus difficiles possibles. Les conditions absolument, je ne veux pas dire terribles, parce que les conditions du parcours de Shinnecock étaient absolument incroyables, mais extrêmement punitifs. Qu'est-ce que ça veut dire un terrain qui est punitif? On avait des allées qui étaient relativement serrées. On avait de l'herbe longue qui était impossible à sortir et des fosses de sable qui sont très bien positionnées. Mais je pense que la plus grosse difficulté, et on l'a vu pour ceux et celles qui ont écouté l'Omnium des États-Unis, la condition des verres. Les verres étaient non seulement rapides, extrêmement fermes, et il faut savoir que Shinnecock, c'est un vieux terrain, donc qui a une irrigation naturelle sur les verres. Donc, si vous prenez un bol à salade ou un dos de tortue, ça ressemble aux formes que les verres avaient à Shinnecock et on voyait des coups très très bien exécutés qui tombaient sur le verre et qui arrêtaient simplement pas. Donc la balle roulait, voire même là, des 10, 15, 20, 30 verges, où la balle se ramassait dans les fosses de sable qui étaient absolument monstrueuses. Bon, étant un amateur et un amoureux de la game de golf, il y a quelque chose de plaisant de voir les meilleurs joueurs au monde se buter à un défi de taille. Mais moi, je suis pas de ceux qui croient que cette façon-là de démontrer que oui, on est capable de mettre un terrain tellement difficile que même les meilleurs joueurs au monde ont de la misère. Je ne pense pas que c'est nécessairement une bonne chose pour le golf. Ça ne fait pas grandir le sport. Quelqu'un qui commence dans le golf ou qui regarde ça puis qui se dit ben moi je veux me mettre au golf puis je vois les meilleurs joueurs au monde avoir de la misère sur un parcours, mais je suis pas certain que ça encourage les gens à embarquer vraiment dans ce sport-là et c'est un long périple hein, de commencer à jouer au golf, de vouloir s'améliorer, c'est déjà très difficile. On n'a pas besoin de mettre le niveau de difficulté trop élevé. Moi, je crois pas à ça. Maintenant, c'est certain que c'est toujours fascinant de voir les meilleurs joueurs au monde avoir beaucoup, beaucoup de misère. Et je me suis permis de sortir le classement. Wyndham Clark, donc notre gagnant là, de l'Omnium des États-Unis. Wyndham Clark, honnêtement, a connu une semaine pratiquement parfaite. Qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'à la fin de chaque round, Wyndham Clark était meneur. Et ça s'était pas vu depuis très très longtemps. Mais on a vu qu'à la ronde finale, il y avait une priorité là, de 6 coups
en s'en allant à la ronde finale, donc de son plus proche poursuivant. Et on a vu que rapidement, son plus grand défi allait pas être nécessairement le parcours, mais un dénommé Sam Burns. Il faut comprendre que Sam Burns, dans les dernières années, c'est un des golfeurs les plus constants, un des golfeurs les plus solides, et c'est un compétiteur hors pair. Donc, plus le moment est grand pour Sam Burns, plus il performe. Sam Burns a commencé sa journée, donc, comme je vous mentionnais, à 6 coups de la tête et a réussi à ramener une carte là, de -3. Donc, déjà, a mis de la pression sur Wyndham Clark. Et Wyndham Clark, lui, a ramené une carte de +3. Si vous avez regardé la ronde finale, vous avez remarqué que Wyndham Clark essayait simplement de se rendre au 18e trou, donc de passer au travers des 18 trous de Shinnecock et vraiment essayer de survivre. En fait, c'était vraiment ça. Il essayait de survivre, puis ça a pas assez proche que ça tienne pas. Wyndham Clark a été obligé de faire des sauvetages tout au long de la journée. Il a essayé de minimiser un petit peu là, les effets du parcours qui était très difficile. Et Sam Burns a passé proche là, de faire une remontée quasi historique. Mais je suis pas certain. On dirait que je suis un petit peu ambivalent par rapport à ce championnat-là. On dirait que pour moi, ça laisse un petit goût amer de dire que le terrain est tellement difficile qu'on voit là, des bonnes performances, des bons coups, pas nécessairement récompensés. Je suis pas certain que c'est le genre de golf que j'aime. Je vous dis pas que de voir des scores de -25, -26 après 4 rondes, c'est nécessairement mieux. Des 63, des 62, des 61. Oui, c'est impressionnant, mais à un moment donné, on dirait que les terrains sont trop faciles. Mais je pense qu'il y a un entre-deux. Il y a un juste milieu qu'il faut trouver. Et le USGA s'entête à faire des parcours qui sont extrêmement punitifs. Et c'est pas nécessairement que le parcours est punitif, mais c'est de la façon dont il montre le parcours pour cette semaine-là spécifique. Donc, souvent, vous allez voir des terrains de golf qui vont recevoir le US Open où les scores vont être très, très élevés. Et encore là, très élevés, on met toujours ça en relation avec les meilleurs golfeurs au monde. Mais ce genre de parcours-là, des fois, vont recevoir d'autres tournois qui ne sont pas des tournois majeurs, ou dans ce cas-ci, un Omnium des États-Unis. Et vous allez voir que les scores sont beaucoup plus proches de ce qu'on est habitué de voir. Parce qu'ils ne vont pas monter le terrain de la même manière. Donc, les verts ne seront peut-être pas aussi fermes. Les allées vont être un petit peu plus larges ou la sortie, donc lorsque je frappe ma balle, mon coup de départ et que je sors de l'allée, ben, j'ai pas nécessairement besoin de frapper un pitching wedge pour avancer seulement de 50 verges parce que j'ai 6-7 pieds là, de foin ou de fétuque ou j'ai du rough qui est tellement, tellement lourd que lorsque ma balle tombe, puis on voit, là, je vous encourage à aller voir les médias sociaux de différents professionnels qui ont participé, faisaient simplement laisser tomber la balle dans le rough et la balle disparaissait. Moi, c'est pas quelque chose que j'apprécie, puis je serais curieux de savoir en commentaire sur Spotify, sur YouTube ou sur mes réseaux sociaux, si vous, c'est quelque chose qui vous intéresse de regarder l'Omnium des États-Unis avec des conditions qui sont, ma foi, pratiquement impossibles. Ou beaucoup d'amateurs sont venus me voir puis ils me parlent des différents tournois à chaque semaine. Puis les gens me posaient la question, combien tu penses que nous, on jouerait sur ce parcours-là? Et avec toute la gentillesse du monde, je leur dirais que ce serait probablement encore là. Ils finiraient pas. C'est trop, trop difficile. Les verres sont tellement ondulés, sont tellement fermes et rapides. Il y avait des vents majeurs qui se sont rabattus sur le parcours et ça rend le terrain encore plus rapide, encore plus ferme parce que ça va venir assécher le parcours. Donc, voilà, l'Omnium des États-Unis, je voulais prendre un petit peu de temps pour vous expliquer un peu comment moi je vois les choses et ça m'amène donc à mon prochain sujet. Je vous en ai déjà parlé qui est un programme donc qui est sorti il y a quand même quelques années qui s'appelle Opération Golf 36. Et je vous encourage, parce que je l'ai fait avec nos membres cette semaine, je vous encourage à l'essayer puis je vous encourage à développer ce côté-là de votre jeu. Opération 36, faire un petit résumé. C'est quoi? C'est super simple. On part à 25 verges, on joue 9 trous, on essaie de jouer en bas de 36, donc qui est la normale. On joue toutes des normales 4 à 25 verges.
Et donc, ça nous apprend à 25 verges à faire un chip sur le verre, 2 potes, ça fait 3. Si je fais ça 9 fois, c'est 27. J'ai joué -9. Déjà là, de jouer -9, il y a pratiquement personne qui écoute le podcast qui a déjà joué -9 ou -2 ou -1 ou even ou la normale. Mais là, on se met dans une situation de réussite et il faut comprendre que oui, 25 verges, ça semble très court. Mais si je vous dis 25 verges, je vous mets dans la fosse de sable ou 25 verges, je vous mets dans une pente en descendant avec l'herbe longue ou 25 verges, je vous mets qu'il faut passer par-dessus une fosse de sable, ben là, le défi devient un petit peu plus complexe et franchement intéressant. Je vous encourage à le faire. Vous voulez pratiquer, vous voulez aller au terrain d'exercice puis frapper des balles, c'est une chose, c'est bien, c'est pertinent. Mais si vous avez le temps, si vous avez l'occasion aussi sur les parcours, parce que je ne peux pas arriver dans un club puis dire, ben moi je veux venir jouer mon opération 36, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais si vous êtes membre dans un club de golf où vous avez accès à un terrain d'exercice qui a un verre de chipping relativement proche, où vous pouvez chipper et poter, je vous encourage à le faire. Essayez-le à 25 verges, 9 fois, combien est-ce que je suis capable de jouer, en se rappelant que c'est tout des normales 4. Après ça, je recule à 50 verges et là, déjà le défi devient un peu plus grand. Parce que là, c'est pas juste 25 verges, 50 verges, c'est un demi-élan avec un lob wedge, avec un pitching wedge, c'est peut-être même me faire 9 pour certains. Puis si je réussis à 25 verges, je descends, en fait, je recule à 50 verges. Si je réussis à 50 verges à jouer 36 ou moins, là, je m'en vais à 100 verges. Je m'en vais à 150, je m'en vais à 200. Éventuellement, vous allez vous rendre pour ceux et celles qui ont la chance de jouer sur des parcours ou qui vous permettent d'aller jouer en après-midi. Mais essayez de voir jusqu'à où vous vous rendez et vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez frapper un peu le mur de la distance où vous êtes rendu. Et moi, je l'ai fait, ça fait plusieurs années que je fais cet exercice-là et moi, je le fais pour me mettre un peu au défi de rendre, bon, ben, je suis rendu à 200 verges, est-ce que je suis capable de frapper le verre et faire 2 potes? Si je manque le verre, il faut que je fasse mon up and down, sinon c'est normal. Vous allez voir qu'on se concentre sur la proximité au trou. Donc, j'apprends à chipper et à poter, ensuite j'apprends à faire des pitches, j'apprends à faire des élans 3/4 et éventuellement des élans complets lorsqu'on est rendu à 150 et à 200 verges. Et je vous le dis, vous vous mettez dans une condition de réussite. Vous êtes en mesure de dire aujourd'hui, j'ai joué sur 9 trous, -2. Même si vous commencez, peu importe la distance, vous allez jouer déjà plus proche de la normale et c'est tellement plus motivant. Donc, pour faire un peu un lien, un parallèle avec le US Open, de voir que le gagnant, après 4 rondes, joue -4, on est d'accord, il ne joue pas à 25 verges. Il joue des terrains super, super longs avec des conditions très difficiles, mais vous allez voir que de votre côté, vous allez tellement plus vous améliorer en travaillant vers du vert et en reculant. Et lorsque vous allez aller jouer votre partie régulière le samedi matin avec vos chums, avec votre blonde, avec votre mère, avec votre fils, avec votre fille, peu importe, name it, vos partenaires de golf de longue date, vous allez vous rendre compte que ça enlève énormément de pression sur votre jeu long. De frapper les verres, ça va devenir, oui, une priorité, mais ça va vous enlever un peu le stress de dire, regarde, j'ai fait mon opération 36 à 25 verges, puis je sais pertinemment que je suis capable de mettre la balle sur le verre et peut-être faire mon putt pour aller chercher mon par. Vous allez vous habituer, vous allez vous mettre dans des conditions qui sont gagnantes. Puis honnêtement, vous allez tellement avoir de plaisir à vous mettre au défi parce que vous allez avoir des conditions de réussite. Et je pense qu'on n'en parle pas assez de ça dans l'enseignement, dans le coaching au golf. Lorsqu'on joue, on est toujours à la recherche de la solution dans notre élan, dans notre technique, dans notre stratégie, parce qu'on est souvent en mode, ouais, mais mettons que je la manque. Mettons que je la slice. J'ai de la misère à chipper. J'ai de la misère à poter. On se met très, très rarement dans un mode positif de réussite, tant au niveau de la pratique que du jeu. Donc, l'opération 36 qui est en partenariat avec un logiciel, en fait, un programme qui s'appelle Golf Genius, je trouve ça absolument brillant et je pensais, en fait, j'étais absolument certain que c'était le bon moment de vous en parler avec les performances qu'on a vues au US Open. Donc, je vous encourage, une fois de temps en temps, pour le plaisir, au lieu de juste jouer un 9 trous pour le fun, mettez-vous dans une condition de compétition où il faut que je réussisse à jouer 36 ou moins pour avoir le droit de passer au prochain niveau.
On l'a fait avec les membres, comme je vous mentionnais tantôt, puis c'est incroyable de voir à quel point les gens sont capables de se mettre dans ce mode-là de réussite rapidement avec ce programme-là, parce que on arrive au 9e trou, puis hey, je peux faire un bogey, puis je passe quand même mon opération 36 à 25 verges, où il y a même du monde qui avait 5-6 coups de jeu au 9e trou. Donc là, il n'y avait plus vraiment de stress, puis c'est là que j'ai vu les meilleurs coups ressortir. Ça sort le côté créatif en nous, mais ça sort aussi la confiance et les aptitudes d'être capable de performer dans une situation de stress. Lorsqu'on a confiance, ça, c'est dans n'importe quel domaine, lorsque vous avez confiance ou vous connaissez vos habiletés, c'est beaucoup plus facile, mais ma foi, beaucoup plus agréable. Puis vous allez comprendre, vous avez vu un peu aussi que j'essaie de rendre le golf agréable. J'essaie de vous donner des conseils pour que la partie de golf devienne plaisante, parce que c'est quand même des 2 heures, 2 heures et demie pour jouer 9 trous, 4 heures, 4 heures et quart, 4 heures et demie pour jouer 18 trous. Donc si on n'a pas de plaisir, ben on perd un peu ce feu sacré-là, puis ça ne nous tentera pas d'aller pratiquer, ça ne nous tentera pas de mettre les efforts. Et éventuellement, ben, ça peut mener, puis je l'ai vu trop souvent dans ma carrière, ça peut mener éventuellement à l'abandon du sport où on le laisse de côté. Garde, moi quand je joue au golf, j'ai plus de fun parce que j'ai plus les aptitudes. C'est certain que vous pouvez aller voir un professionnel de la PGA du Québec pour vous aider. Mais à la base, ça part de vous. Ça part de la motivation d'aller pratiquer, de mettre en pratique ce que votre coach, votre enseignant, votre enseignante vous enseigne. Essayez-le, Opération 36. On embarque dans un kart, on joue 9 trous. S'il n'y a personne devant vous, c'est pas super long. Mais vous allez voir, vous allez vraiment, vraiment aimer l'expérience. Et là, j'ai même des athlètes qui sont rendus à 50, 100, 150. J'ai quelqu'un qui est rendu à 200 verges dans le programme, dans un club de golf où je travaillais avant. Et à 200 verges, on voit que ça bloque. Mais moi, après ça, en tant que coach, je suis capable d'aller cerner, bon, ben, à 200 verges, comment est-ce que je réussis à mettre la balle sur le verre ou en proximité du verre dans les bons endroits pour que mon up and down devienne un peu plus facile. Donc, je voulais vous parler de ça. Je voulais vous parler de la difficulté des parcours et de cette tendance-là qu'on a à vouloir se mettre au défi, à jouer des jalons beaucoup trop loin. Bien, Opération 36, là, on slash ça complètement et on renverse un peu la tendance en commençant proche du verre. Puis si jamais vous avez des jeunes enfants que vous voulez introduire au sport, que vous voulez introduire au sport de la bonne manière, en tant que coach, en tant que professionnel, je vous suggère fortement d'y aller avec cette stratégie-là. Et pourquoi pas même ajouter un niveau de difficulté un petit peu plus facile au début, en fait, d'enlever la difficulté. Permettez à vos enfants de mettre la balle sur le tee. Permettez à vos enfants de mettre la balle sur le tee à 50 verges. Comptez les pointages pour eux, ça va vous permettre de leur montrer comment calculer leurs points, comment bien se comporter, sans nécessairement avoir la pression de devoir jouer vite, 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 puis là, j'ai pas le temps, puis dépêche-toi, puis on n'a pas de fun. Si vous jouez à 25 verges, vous avez du moment que vous sortez du verre jusqu'au prochain trou à 25 verges, il y a une bonne marche. Montrez-leur comment réparer leur dévite. Montrez-leur comment mettre du sable ou quand est-ce que je mets du sable, quand est-ce que je mets des vitres. Puis ça sera pour une autre fois lorsque j'aurai un surintendant avec moi sur le podcast. Mais vous avez une opportunité là de leur apprendre les règles de golf. La ligne rouge, elle sert à quoi? Les piquets rouges, les piquets blancs, toutes ces choses-là, éventuellement, ça devient des super belles opportunités d'apprentissage. Puis c'est pas mal moins long de marcher ou de prendre un kart pour se rendre jusqu'à 25 verges. Puis vous leur permettez de mettre la balle sur le tee, la balle à part dans les airs. Déjà là, le feu sacré commence à se développer chez les jeunes et c'est comme ça qu'on va faire grandir le sport. Je ne pense pas qu'une démonstration comme on a vu au US Open, ça fait grandir le sport. Loin de là, voire je pense que ça fait l'effet contraire. Voilà. C'est le volley golf que je voulais vous parler. Maintenant, on va parler de vino un petit peu. Et j'ai eu beaucoup d'échanges cette semaine, vraiment, vraiment intéressantes avec des membres qui ont appris un peu à me découvrir en tant que sommelier avec le podcast naturellement. Mais j'ai eu beaucoup d'interactions cette semaine. J'ai eu la chance de faire un peu de service et de discuter de la carte des vins avec certains de nos membres. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que j'ai rencontré un groupe de boys qui prenaient un verre de vin.
tout bonnement, je leur ai dit à super belle sélection, un vin italien, un produit qui s'appelle Pian del Vigno de la maison Antinori. Je salue mon ami Sam de Marc Anthony qui m'a fait découvrir ça il y a quelques années. Donc, la grande maison d'Antinori, top, top, top. Donc, les boys boivent une bouteille d'Antinori. Moi, je leur sors tout bonnement comme ça au cellier. Regardez, voici des comparables des produits qu'on a sur la carte pour une prochaine fois. Piquer leur curiosité assez. On dit, mais c'est quoi, Jean-Charles? On est intéressé à goûter aux produits que tu nous recommandes. Donc, sors l'ouvre-bouteille, on débouche, je leur fais déguster, mets ça en carafe, la totale. Puis c'est pas nécessairement un spectacle que je voulais leur donner, mais c'était juste pour leur démontrer qu'il y a autre chose. Et c'est un peu ce que je voulais adresser avec vous rapidement cette semaine parce que très souvent, on a le réflexe de toujours aller vers les mêmes références, surtout lorsqu'on va, d'exemple, dans un restaurant. Puis vous connaissez la carte des vins, vous connaissez les gens qui travaillent là, ben, hey, ça va mon verre de Pinot Grigio, puis vous avez toujours la tendance, vous avez toujours tendance à revenir dans vos habitudes et c'est tout à fait normal. Vous le savez que vous allez aimer ça. Je vous mets au défi cette semaine lorsque vous allez soit à la SAQ ou dans votre restaurant ou dans votre club de golf, puis la carte des vins est relativement la même, malgré qu'on essaye de changer un peu des références, de proposer des nouveaux produits, surtout pendant l'été où on voit que c'est toujours le même monde qui vient, ben on va essayer de leur proposer autre chose. Mais je vous mets au défi cette semaine. Gâtez-vous. Allez sur des références qui sont similaires. Je ne vous demande pas de changer. Vous n'aimez pas le vin rouge, puis vous prenez toujours du vin blanc. Je ne vous dis pas d'aller chercher une bonne bouteille de rouge, mais je vous dis d'aller voir des références qui sont similaires. Donc, exemple, je vais boire un vin de la Toscane. Ben, je vais peut-être me gâter avec un vin de la Vénétie cette semaine. Je vais simplement changer de région. Je reste dans le même pays, mais je vais changer de région ou je vais changer de type de vin. Donc, un Cabernet Sauvignon de Bordeaux, ben, je vais peut-être essayer un Cabernet Sauvignon espagnol ou un Cabernet Sauvignon chilien, juste pour voir la différence. Puis je vous le dis, c'est là que vous allez élargir un peu votre palais, vous allez élargir vos horizons. Et cette semaine, j'ai eu la chance, donc, à mon groupe de boys qui prenaient la bouteille de Pian del Vigno, de leur faire découvrir autre chose. Je leur ai fait découvrir un ripasso euh, absolument délicieux qu'on a sur la carte des vins de Corté Aleardi. Et honnêtement, les gars, ils ont dit, c'est quoi, Jean-Charles, si ça avait été nous, on n'aurait jamais goûté à cette bouteille-là. La prochaine fois, on va demander à notre serveur ou à notre serveuse, on va demander à la maître d'hôtel ou quand tu vas passer, tu vas pouvoir nous recommander autre chose. Il ne faut pas oublier qu'un sommelier, c'est aussi ça. C'est de faire en sorte que les gens sortent de leur zone de confort un peu, en cernant ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas, parce que ça ne donne rien de recommander, je reviens à mon exemple, quelqu'un qui dit, moi, le vin rouge, je ne suis pas capable, ça me donne mal à la tête, ben c'est sûr que je n'irai pas lui recommander ma fameuse bouteille de Corté Aleardi. Par contre, c'est d'amener les gens à sortir un peu de leur zone de confort et c'est souvent là qu'on voit les plus belles découvertes. J'ai des réguliers qui viennent au club 3-4 fois par semaine, après leur game de golf, ils lunchent puis ils se prennent une bouteille de rosé. Donc cet hiver, moi, mon mandat ou le défi que je me suis donné, c'est Jean-Charles, essaye de trouver une bouteille de rosé que mes boys, mes réguliers vont aimer pour essayer de les sortir un peu de leur zone de confort. Et c'est là où on crée un lien de proximité, où on crée ce lien-là de confiance avec nos clients. Ben, vous vous douterez que lorsque la saison est arrivée, j'ai croisé mes membres réguliers qui étaient revenus du Mexique. J'aurais dit, les boys, j'ai acheté une bouteille de rosé juste pour vous. J'aimerais ça que vous y goûtiez. Vous m'en donnerez des nouvelles. Ben, j'ai réussi à frapper dans le mille avec notre directrice de la restauration. On a frappé dans le mille. Maintenant, ils ont adopté ce vin-là et ils ne boivent que ça. Bon, j'ai bien réussi mon mandat, peut-être un petit peu trop bien dans mon goût, parce que là, j'arrive pas à les sortir de ce produit-là que je leur ai recommandé, mais honnêtement, c'est un peu ça que je voulais aussi, donc les amener à déguster un autre produit. Je sais qu'ils aiment les rosés, je sais que c'est le style de vin qu'ils aiment, surtout, ça se prête bien en fait au moment. Donc, c'est là où je vous ai déjà parlé de Inniskillin P3, donc qui est en fait un vin blanc, mais moi, je le vends comme rosé à cause de sa couleur. Euh, Naturellement rosé, si je vends ça comme un vin blanc, les gens souvent ont un peu de déception lorsqu'on met ça dans leur verre. Donc, décision purement
on va dire business, de le catégoriser dans la mauvaise catégorie pour pas avoir trop de déception. Donc, c'est ce que je voulais vous parler cette semaine. Sortez de votre zone de confort, sortez de votre zone de confort au golf en jouant un petit peu plus, un peu plus proche. Hey, regarde, aujourd'hui, je vais sortir de ma zone de confort, je vais jouer des rouges. Je vais jouer des tees numéro 1, des tees numéro 5, peu importe comment ça s'appelle dans les différents clubs de golf. Mais lorsque vous allez prendre une bouteille de vin, vous allez souper, sortez de votre zone de confort, essayez autre chose. Et souvent, vous allez voir que vous allez faire de très, très belles découvertes. Dans le doute, posez la question à votre serveur, à votre serveuse et laissez-vous guider par leurs conseils. Faites-leur confiance, ils connaissent leurs produits et ils ont la chance de goûter un petit peu plus souvent que vous à certains produits qui sont sur la carte. Des fois, il y a même des représentants de différentes agences qui vont venir faire de la formation, qui vont ouvrir des bouteilles. Donc, souvent, ils ont des petites histoires à vous raconter qui vont vous charmer, qui vont faire en sorte que vous allez sélectionner ce produit-là. Puis dans le pire des cas, ben, vous aurez essayé un produit qui vous plaît peut-être un petit peu moins. Vous reviendrez à vos habitudes par la suite, mais je vous encourage cette semaine donc à sortir un peu de votre zone de confort parce que c'est aussi ça, le monde du golf et le monde du vin, c'est d'être curieux, de vouloir apprendre, de vouloir découvrir et c'est souvent là qu'on fait les plus belles expériences. Donc, le podcast autour d'un verre, c'est ça aussi, c'est de vous sortir un peu de votre zone de confort, de parler de sujets qui sont peut-être un petit peu plus controversés, comme le fameux US Open, où, on va se le dire, là, c'est peut-être pas le plus beau spectacle qu'on a vu. Mais voilà. Alors, le podcast autour d'un verre, c'est naturellement du premier départ jusqu'au dernier verre, mais ce verre-là, vous avez le droit de le changer une fois de temps en temps. C'est là que vous allez faire les plus belles découvertes, toujours accompagné de vos amis. C'est souvent beaucoup plus agréable. Alors, je vous souhaite une super belle semaine. Bonne découverte. Bon défi Opération 36. Vous m'écrirez jusqu'à quelle distance vous avez réussi à briser le par 36. À bientôt.